Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, une nouvelle émission et ça nous fait toujours autant plaisir de vous voir. Alors, la grande nouvelle qu'on a à vous annoncer, c'est que ça y est, la soirée de gala est définitivement fixée au 20 juin, vous en avez déjà parlé. Le lieu est fixé, il s'agit du Zambèze à Lisbonne, un lieu magique, un restaurant de cuisine, un mixte entre le Mozambique et le Portugal, des saveurs, des currys, des crevettes, des choses comme ça, et un rooftop hallucinant. Un rooftop hallucinant. Le soleil sera sans doute au rendez-vous et on va pour une très très belle soirée. Donc, comme l'an passé, on a quelques places pour les auditeurs. On ne pourra peut-être pas tous vous accueillir, mais en tout cas, on a des places pour les auditeurs. Vous envoyez un mail à la radio ou directement à moi et on vous répondra et on vous réservera vos places. Aujourd'hui, j'ai souhaité parler des crypto-monnaies et avoir un regard un peu spécial et un petit peu différent. On a déjà beaucoup parlé des crypto-monnaies dans ces émissions et l'an passé aussi. Les crypto-monnaies ou crypto-actifs n'en finissent plus de baisser. Ce qui en soi n'est pas si grave. Mais maintenant, c'est l'écosystème des cryptos qui vacille et qui pourrait, en s'effondrant, donner un coup d'accélérateur à la baisse des marchés et au krach des valeurs technologiques. Le moins grave dans tout ce qui est en train de se passer est la baisse du Bitcoin, qui ne baisse pas plus qu'une valeur technologique de l'ultra-croissance. Les autres monnaies ont totalement dévissé, effaçant tous leurs gains ou la quasi-totalité de ces gains. Les stablecoins, censés protéger la valeur du dollar, ont eux aussi décroché. Les plateformes ont expliqué une après l'autre qu'en cas de faillite, les clients n'étaient pas garantis, un peu comme les dépôts en banque ne sont pas garantis. Et leur rémunération de ces dites plateformes sont liées au cours de l'actif, donc au cours de la crypto-monnaie et au volume traité, puisque ce sont des commissions qu'elles prennent. Si les deux baissent trop longtemps, ça va piquer. Ça va piquer sévère, d'autant plus que les investissements ont été très forts, les introductions en bourse ont été sur des valorisations très hautes. Et le temps de l'argent facile, c'est fini. Il ne faudra pas compter sur une augmentation de capital facile ou une augmentation de capital gagnée d'avance pour récupérer de l'argent. Nous avons déjà échangé à plusieurs reprises et déjà débattu à plusieurs reprises sur ce que nous pensions des cryptos, chacun donnant son avis. Aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais débattre est de savoir si la chute des cryptos peut entraîner le marché. J'ai 3 points. Il y a maintenant des cryptos dans beaucoup d'établissements financiers, dans beaucoup de fonds, et les grandes banques en ont fait acheter à leurs clients. Est-ce que ça peut avoir un effet? Le deuxième point, ça peut être le point de départ d'une crise de confiance. Et en étant le point de départ d'une crise de confiance, ça pourrait entraîner aussi sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques et donner une espèce de deuxième mouvement de baisse à ces marchés. Et ensuite, un autre point beaucoup plus technique, ce sont les appels de marge. Si les intervenants perdent trop sur les cryptos, ils vont être appelés en marge, puisque beaucoup de choses se font avec des produits dérivés. Pour financer ces marges, ils vont devoir vendre d'autres actifs. Et en vendant des actifs, en règle générale, on essaie de vendre des choses sur lesquelles on n'a pas trop perdu et on va entraîner de la baisse sur des actifs qui, pour l'instant, n'ont pas trop perdu. Donc, voilà un petit peu les points sur lesquels je voudrais qu'on échange. Et comme d'habitude, c'est David qui va nous dire ce qu'il en pense. Alors, David, vous en pensez quoi? Écoutez Bernard, je vais reprendre tout d'abord chacun de vos points. Premièrement, sur ce que représentent les crypto-monnaies dans le patrimoine en général des clients fortunés. À aujourd'hui, même s'il y a eu une forte accélération et une forte démocratisation de ces crypto-monnaies, on en est encore au stade, du moins nous, c'est ce que nous voyons avec les clients à qui nous parlons, c'est que généralement, on met sur les crypto-monnaies de l'argent qu'on est prêt à perdre totalement. Donc, pour le moment, en tous les cas, je ne vois pas encore d'individus qui dépendent des crypto-monnaies pour effectivement, soit pour vivre, soit pour leur flux de revenus futurs. En revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu effectivement des gens qui avaient mis un peu d'argent comme ça il y a quelques années et qui se sont retrouvés, du moins un peu moins maintenant, qui se sont retrouvés ponctuellement à la tête de montants extrêmement significatifs, mais c'était des gains qui étaient virtuels
et généralement, ces investisseurs ne sont pas sortis et donc ces gains virtuels ont disparu. Ça fait effectivement un effet richesse négatif, mais encore une fois, dans leur vie de tous les jours, il n'y a pas d'impact trop significatif. Alors, ce qu'il faut savoir quand même malgré tout, c'est que sur les niveaux actuels, il y a maintenant plus de 1 investisseur sur 2 en crypto-monnaie qui a perdu de l'argent. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Des 3 points, donc après, crise de confiance sur le reste, j'ai envie de dire, c'est un peu le corollaire du premier point, c'est-à-dire tant que ça ne touche pas un très large nombre d'investisseurs, pour moi, je pense que cet aspect-là va être limité. En revanche, effectivement, le côté appel de marge est un peu plus préoccupant et c'est probablement le point qu'il faut suivre, même si à aujourd'hui, dans les journées de baisse récentes, qui ont été quand même des baisses assez significatives, on n'a pas vraiment eu de preuves et on n'a pas eu encore même d'anecdotes de brokers en train de liquider des positions liquides pour couvrir des appels de marge crypto. Mais pour moi, c'est véritablement le point qui serait à surveiller. Okay. Alors, on va passer à Étienne. Étienne, je vais vous redonner les 3 points parce que j'ai vu qu'il y avait eu un petit problème technique à un moment. Donc, sur cette crainte que la baisse des crypto-monnaies entraîne le marché, les 3 points sur lesquels je voudrais vous entendre, c'est qu'il y a maintenant des cryptos dans beaucoup d'établissements financiers, beaucoup de fonds et des grandes banques en ont fait acheter à leurs clients. Donc, ça peut être un point de risque. Le deuxième point, c'est le point de départ d'une crise de confiance et qui pourrait donner un deuxième mouvement baissier sur les valeurs de croissance. Et le troisième point, c'est les appels de marge. Si les intervenants perdent trop sur les cryptos ou sont appelés en marge, ils pourraient vendre en masse des actifs qui n'ont pas encore baissé et créer un second mouvement baissier ou un effet domino. Et il y a un 4e point qui est un petit peu une réponse aux éléments qu'a donné David. Les plateformes Binance et Coinbase, qui sont les plus grosses plateformes, elles ont annoncé qu'elles ont mis en place des services d'écoute, donc d'écoute psychologique, suite aux messages extrêmement alarmants qu'il y avait sur les forums. Donc, il existe peut-être un monde qui n'est pas notre monde, qui n'est pas le monde de la finance patrimoniale, de la gestion d'actifs classique, mais un espèce de monde parallèle, plus jeune, plus technologique, un peu différenciant, où il y a peut-être plus de mouvements et plus d'argent qu'on croit. Et ces gens-là, parmi les millionnaires ou les milliardaires de ces cryptoactifs, certains avaient beaucoup vendu pour se mettre dans d'autres actifs, et ces autres actifs sont des actifs plus classiques, donc des actifs que nous avons l'habitude de gérer, voire même de l'immobilier. Et c'est ces actifs qu'on pourrait voir vendre pour des appels de marge ou même pour des frais de vie pour certains qui ont perdu des normes. Et c'est ça qui pourrait être un élément inquiétant. Voilà. Sur ce, c'était ma petite réponse à David. Et maintenant, c'est au tour d'Étienne. On vous écoute, Étienne. Merci beaucoup, Bernard. Moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, pour le moment, il n'y a pas véritablement d'effet richesse. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, on vous entend, On a un petit peu de problème avec l'image. Il n'y a pas encore matériellement d'effet richesse sur les détenteurs de cryptocurrency. Néanmoins, cela peut venir par effet en cascade, comme vous l'avez très bien dit, sur les autres classes d'actifs risqués, comme les valeurs technologiques. L'idée derrière, c'est qu'une crise ne peut pas rester contingentée. La crise des subprimes, par exemple, au tout début, Bernanke avait commis cette erreur que de dire qu'elle était finalement contingentée et qu'elle n'allait pas s'étendre. Et je pense que pour ce que nous sommes en train de vivre, ça va être exactement la même chose, par des effets en cascade que vous avez évoqués, comme notamment la confiance dans la capacité à générer de la richesse facilement. Ok, alors on vous entend, mais on vous voit pas. Alors, c'est pas grave, comme on est à la radio, ça tombe bien. Voilà. Ok. Alors, et sur le 3e point, sur les appels de marge? Oui, alors effectivement, l'idée, c'est quand même que ces produits font également l'objet de produits dérivés. C'est-à-dire qu'on peut traiter sur les marchés à terme
des coins ou des crypto-assets qui amplifient du coup les effets d'accélération des prix. Et par conséquent, lorsque vous avez un mouvement profondément baissier, eh bien, une accélération des pertes. Et c'est typiquement ce que nous vivons aujourd'hui, donc des pertes qui sont amplifiées par les effets de levier utilisés. Donc, au travers des pertes, on a à la fois une perte de confiance et à la fois une perte de conscience de sa richesse, une perte de l'idée de la richesse que l'on a entre les mains. Et tout ça peut du coup activer à la fois des appels de marge et puis à la fois un besoin de réaliser, de cristalliser ces pertes pour sauver une partie de sa mise. Dans ce cas-là, du coup, la crise devient à ce moment-là plus globale, puisque au lieu de vendre simplement ces actifs en crypto, on vend également ces détentions en actions ou en autres actifs liquides. Donc, voilà, vous avez tout un canal de contagion qui peut se produire par la perception d'une richesse moindre que celle qui prévalait avant. Effet psychologique, donc. OK, allez, on va passer à Maël. Et alors, Maël, on va essayer de voir. Donc, déjà, donnez-nous votre point de vue. Donc, on sait, Maël, ce n'est pas votre parti, mais vous allez quand même faire un effort ce coup-ci et bien nous donner votre point de vue. Et après, peut-être avoir une réflexion sur ce que Étienne a appelé le canal de contagion. Et en fin de compte, des fois, les canaux de contagion, ils peuvent être plus virtuels que réels et on peut quand même avoir comme ça des effets je ne veux pas dire de buzz, parce que buzz, c'est plutôt positif, mais des effets comme ça de transmission de fausses informations ou d'informations mal perçues qui viendraient créer un second choc. Alors, vous en pensez quoi? Vous voyez quoi? Déjà, où vous en étiez chez Wellings, donc dans la compagnie d'assurance, pour accepter des fonds, des ETF, des cryptoactifs d'une manière ou d'une autre? La réflexion, elle était avancée? C'était déjà possible? Vous en étiez où là-dessus? Alors, bonjour. Tout d'abord, les cryptos, alors on va parler d'abord de Wellings. Les cryptos en direct, c'est interdit par le régulateur au Luxembourg. Donc, on accepte les cryptos sous forme d'ETF ou sous forme de fonds, uniquement pour la clientèle la plus fortunée, avec une limite en termes d'investissement. Du coup, c'est vrai qu'on n'est pas trop concerné, parce qu'on a quand même peu de clients, c'est les clients les plus fortunés qui ont souscrit à ce type d'actifs, et du coup, en cas de perte, au niveau global sur le contrat, ça reste assez négligeable, je dirais. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, je dirais que je tournerais ma réflexion dans l'autre sens. Je trouve que tout baisse, donc il n'y a pas de raison que les cryptos ne baissent pas. C'est un peu comme ça que je vois les choses. J'ai jamais été un grand défenseur des cryptos, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et du mal à saisir, mais au moins, ça suit une certaine logique. Tout baisse, donc il n'y a pas de raison que les cryptos ne baissent pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir un phénomène de contagion? Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est le fait que tout baisse, ça a contaminé les cryptos. Alors, les cryptos, le problème, c'est quand ça monte de façon exponentielle, mais quand ça baisse de façon exponentielle. Donc, moi, je le vois plus comme ça. Donc, je dirais que c'est plus une grosse chute. Alors, moi je suis assez d'accord avec ça, mais en fin de compte, c'est le deuxième effet. C'est comme les marchés ont baissé, et comme dans les marchés, ce qui a baissé, c'est la technologie et l'ultra-croissance, automatiquement et naturellement, ça a entraîné les cryptos. La crypto la plus solide, donc le Bitcoin, et c'est vrai que le Bitcoin n'a pas plus baissé que Netflix, et le Bitcoin n'a pas plus baissé que d'autres grosses valeurs de croissance sur le Nasdaq. Mais par contre, toutes les petites monnaies, enfin pas toutes, il ne faut pas exagérer non plus, mais énormément de petites monnaies, et l'immense majorité des petites monnaies autour du Bitcoin, elles se sont effondrées. Et se sont effondrées avec des moins 80, moins 90, moins 80, moins 95. Donc, si le Bitcoin venait à ne pas tenir ou venait à lui aussi s'effondrer et ne pas réagir comme une valeur de l'ultra-croissance, c'est là qu'on pourrait craindre un deuxième effet, parce que de toute façon, le Bitcoin est le plus massif là-dedans, et c'est vrai que c'est peut-être marginal par rapport à l'industrie de la finance et l'industrie de la gestion d'actifs, ceux qui avaient des Luna, plutôt qu'il y avait le Luna, c'était une crypto-monnaie avec une très belle histoire
organisé par la société Terra, qui avait une nouvelle manière de faire. C'était considéré comme une des plus prometteurs, qui avait fait un stablecoin qui s'appelle, je ne sais pas très bien comment s'appelait leur stablecoin, mais c'est la baisse de ce stablecoin qui a secoué tout le monde. C'est-à-dire que la société était même plus en capacité à tenir son stablecoin. Donc, c'est un petit peu tout ça. Donc, c'est plutôt d'un deuxième effet, je pense, qu'il faut avoir peur. David, vous en pensez quoi? Deuxième effet, pas de deuxième effet? Et sur la réflexion de Maël en disant c'est un faux problème de démarrer la réflexion par les cryptos, puisque les cryptos ont baissé comme le reste. Alors, ce qui est intéressant, on peut se référer aux commentaires de Janet Yellen, qui est quand même l'ancienne gouverneure de la Banque centrale américaine, qui s'est exprimée la semaine dernière sur justement la forte chute du Terra. Elle a dit, hein, je cite, que ça illustrait le fait que ce sont des produits à la croissance rapide. Elle a reconnu que cela présentait un risque pour la stabilité financière et elle enchaînait directement en disant « Nous avons besoin d'un cadre adéquat ». Et donc, on voit bien le régulateur qui pointe déjà le bout de son nez pour essayer justement de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Donc, on voit bien quand même que c'est une préoccupation assez générale aux États-Unis. C'est vrai que la devise numérique, hein, c'est l'ambition de toutes les banques centrales. Pourquoi, hein, il ne faut pas oublier que la monnaie numérique, elle est parfaitement traçable. Et donc, une fois que vous avez une monnaie numérique traçable, vous n'avez plus d'évasion fiscale, vous pouvez mettre les taux d'intérêt où vous voulez, plus possible d'y échapper, etc. Donc, c'est un petit peu le Graal pour les banques centrales qui veulent se débarrasser du cash à tout prix. Mais globalement, je pense qu'effectivement, il y a ce risque qui est très présent. Maintenant, je pense que pour moi, je ne vois pas encore de contagion massive. Alors peut-être que ça viendra, hein, mais pour le moment, on a encore du mal à le voir. Alors, une réaction sur ce que vous avez dit et après une autre idée par rapport au moment de Étienne d'intervenir. Donc, la monnaie numérique arrête l'évasion fiscale? Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que l'évasion fiscale par les paradis fiscaux, l'évasion fiscale à l'ancienne, par la Suisse, par le Luxembourg, tout était déjà bancarisé. Alors, c'est vrai que les brigades, en recherchant, elles ont fini par retrouver parce qu'elles montent petit à petit et elles voient les virements, elles voient les choses. Et le seul avantage de cette monnaie, c'est qu'à un moment, quand on travaillait avec du cash, quand cette industrie se travaillait avec du cash, c'est vrai que le cash mettait un mur, c'était fini. Il y avait une espèce de fosse. Quelqu'un allait à la banque, retirait sans qu'on sache qui était cette personne une grosse somme de cash. Il en faisait ce qu'il voulait et personne ne savait jamais avec certitude ce qu'il en avait fait. Donc, si on n'avait pas été sur le fait, donc pris sur le fait avec la mallette, on ne savait plus. Mais la numérisation n'arrêtera pas l'évasion fiscale, elle arrêtera encore moins le crime d'ailleurs. Ce sera juste du crime numérique au lieu d'être du crime fiduciaire, mais ça ne l'arrêtera pas. Ça changera, ça changera. Alors, et on verra que ce sera différent. Alors, si je peux me permettre, avec la blockchain, on est capable de tracer exactement d'où vient l'argent et où il va. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, pour les crypto-monnaies non réglementées, voilà, cette information n'est pas publique, etc. Mais dans le cadre d'une devise d'État numérique, et c'est pour ça que je dis c'est un petit peu le rêve d'une banque centrale, c'est qu'un État peut tout à fait vous envoyer des devises numériques et à la limite les désactiver à distance. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer pour un État qu'il vous envoie des devises numériques pour vous payer vos allocations. Et si on se rend compte que ces allocations sont utilisées pour aller au casino ou pour faire des choses qui
ne remplissent pas le but à l'origine, ben, on sera capable finalement d'annuler les transactions ou de les désactiver à distance. C'est ça qui est un petit peu, d'ailleurs, ce qui pose d'ailleurs pas mal de sujets hein, en termes de protection des libertés, etc. Mais à terme, si on se projette dans ce qu'il est possible de faire avec ces devises numériques, c'est un niveau de contrôle qui, à mon avis, aujourd'hui, est encore insoupçonné. OK. Alors, Étienne, qu'est-ce que vous pensez de la régulation? Est-ce que si on va vers une très forte régulation pardon, des cryptoactifs, ce qu'on sent vraiment venir, alors je ne sais pas si ça viendra très très vite ou un peu moins vite, mais est-ce que cette forte régulation du fait que les cryptos abritent un peu une partie opaque et une partie d'argent sale ou d'argent mafieux, est-ce que cette ultra-régulation va automatiquement faire baisser dans un premier temps les cryptoactifs ou c'est loin d'être sûr? Pour moi, c'est assez certain. Ayant travaillé en univers banque centrale, comme vous le savez, pendant des années, et notamment à la BCE, que les banquiers centraux ont en ce moment une obsession qui est de réglementer l'univers des crypto-assets de sorte qu'il n'en reste plus que quelques-unes qui soient les plus stables, les moins volatiles et les plus utiles au sens non spéculatif du terme. Donc, ce projet de réglementer, il n'est pas nouveau, hein, il date schématiquement de 2016-2017, c'est le moment où les banquiers centraux commencent à s'intéresser au sujet et à prendre un petit peu peur devant la volatilité des actifs numériques. On peut rappeler qu'en 2018, en février 2018, les actifs numériques avaient déjà subi un assez puissant choc. Et les banques centrales voient ça d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que dans le projet des cryptocurrencies, il y a ce mot currency qui échappe donc totalement à la banque centrale ou aux banques centrales et qui fait concurrence à la gestion de la monnaie et donc par voie de conséquence à l'inflation et à la politique monétaire au sens global. Donc, il y a un projet, bien sûr, d'ultra-réglementer un univers qui est pour le moment assez anarchique, dans la mesure où on présente comme une monnaie quelque chose qui n'en a pas du tout les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qui manque comme caractéristique? Eh bien, précisément, la faible volatilité. Lorsque vous avez des actifs qui passent de 100 à 0 ou de 130 à 0 comme Luna, par exemple, vous n'êtes pas en présence de la première caractéristique de la monnaie, qui est la capacité à storer de la valeur de manière stable. Donc, quelque chose qui fait 100, 0 ne permet pas de se constituer de l'épargne ou de la richesse. La deuxième fonction d'une monnaie, c'est la capacité à servir d'unité comptable. On voit bien que si une entreprise, par exemple, publie ses comptes en Bitcoin ou en Luna, les analystes financiers vont avoir du mal à se projeter dans le futur. Donc, les cryptocurrencies, du fait de leur faible volatilité, ne répondent pas à ces deux caractéristiques de la monnaie. La troisième étant la capacité à servir d'unité de change. Et là, pour le moment, on en est loin, puisque avec du Bitcoin ou avec d'autres coins, on ne peut quasiment pas transférer des sommes importantes en argent réel ou bien directement aller acheter ou commander à l'épicerie du coin. Alors, je vais vous arrêter, parce que là, on est en train de complètement dépasser nos horaires. Donc, c'est passionnant. Je ne savais pas que vous aviez une connaissance aussi développée sur les cryptos. On vous réinvitera quand on fera une spéciale crypto. Mais malheureusement, on va s'arrêter. C'est maintenant au tour de David Calfon pour le point marché. Et voilà, David, on vous écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et
À mon tour de vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle chronique des marchés qui restent bien dans le rouge et surtout avec une volatilité toujours très élevée. La semaine passée est assez caractéristique. On a vu des séances de forte hausse succéder aux séances de forte baisse et des mouvements qui finalement sont la preuve d'une grande nervosité, de la grande nervosité qui règne sur ces marchés. Je pense qu'actuellement, il y a une question qui taraude les investisseurs. Serions-nous dans un bear market avec un grand B, donc le marché baissier, ou bien sommes-nous en train de traverser une simple correction de milieu de cycle? C'est une question qui a son importance parce que historiquement, un bear market, ça voit les indices actions chuter de 30% environ en moyenne, hein, et alors que pour la correction de milieu de cycle, en moyenne, on parle de 15% de baisse. Alors, où en sommes-nous actuellement? À vendredi dernier et depuis le début de l'année, l'indice américain, le S&P 500, est en recul de 15%. Le Nasdaq perd 24%, l'Eurostoxx 50 est en baisse de 12,5%. Le marché chinois, lui, chute de 19% et le Japon résiste relativement bien avec un recul limité à 5,5% depuis le début de l'année. Alors, tout n'est pas noir. Grâce au renforcement du dollar contre l'euro, je vous rappelle que le dollar s'est apprécié de plus de 9% depuis le début de l'année contre l'euro. Pour un investisseur domicilié en zone euro, l'indice des actions internationales pays développés est en recul de 8%. À l'écoute de ces chiffres, vous comprenez certainement pourquoi la question de savoir s'il s'agit d'un bear market ou d'une correction de milieu de cycle est importante. Dans le premier cas, nous ne sommes, en tous les cas statistiquement, qu'à mi-chemin de la baisse et il est donc trop tôt pour réinvestir. Dans le deuxième, l'essentiel est fait et il serait temps de partir à la chasse aux bonnes affaires afin de se positionner pour le rebond qui ne saurait tarder. Alors, les arguments en faveur du bear market sont nombreux. Tout d'abord, vous savez bien, et on en a longtemps et souvent parlé sur cette antenne, l'inflation reste le sujet de préoccupation majeure des consommateurs, des investisseurs, des banques centrales. Sur les 14 derniers cycles de hausse des taux, la Fed n'a réussi que 3 fois à ne pas provoquer de récession. C'était en 1965, 1984, 1994. Les 11 autres fois, sans coup férir, il y a eu à chaque fois une récession. Deuxièmement, on peut reparler rapidement de l'ampleur de la hausse des taux qui est prévue pour juguler l'inflation. Cette ampleur de hausse des taux, puisqu'on parle à peu près, si la Fed fait tout ce qui est prévu, on va dépasser les 300 points de base de durcissement monétaire. Généralement, c'est un niveau de hausse des taux qui ne laisse que peu d'espoir. On se souvient qu'en 2018, dans le cycle de resserrement 2017-2019, la Fed n'avait pu remonter ses taux que de 250 points de base avant de générer l'effondrement mémorable qui s'était passé au 4e trimestre 2018 où tous les actifs s'étaient littéralement effondrés. Enfin, troisième point, les valorisations ne sont pas encore à des niveaux totalement déprimés, comme c'est souvent le cas à la fin d'un mouvement de baisse. Alors, ça, c'est pour tous ceux qui nous disent que nous sommes dans un vrai bear market et que nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. Pour autant, les arguments en faveur d'une correction de milieu de cycle ne sont pas moins puissants. Tout d'abord, le rythme de croissance avant la correction, le point de départ de cette crise. Bien, nous sommes sur un point de départ qui était anormalement élevé. Le rythme de croissance avant la correction était extrêmement robuste, ce qui sous-entendrait que nous pouvons encaisser un ralentissement économique sans pour autant sombrer en récession. Deuxième point qui a son importance, la liquidité des banques centrales. On en a souvent parlé également sur cette antenne. On peut se rassurer, à ce jour, cette liquidité est toujours extrêmement importante. Et même si on parle de la réduire, on a encore pas mal de marge avant d'arriver sur des niveaux qui pourraient entraîner une récession. Enfin, troisième point,
les bénéfices des entreprises qui sont toujours robustes, trimestre après trimestre, on l'a vu, là maintenant on est en train de regarder les chiffres en Europe, en zone euro, les chiffres étaient quand même bien meilleurs que ceux qui étaient attendus. Alors, voilà un petit peu le débat qui a lieu en ce moment, qui anime le marché, et c'est un débat sur lequel je voudrais bien revenir avec l'ensemble d'entre vous autour de la table. Mais avant de débattre sur ce point avec vous, je me dois de faire un petit point sur ce qui se passe en Chine. En effet, en Chine, on a eu des chiffres d'activité au mois d'avril qui étaient en forte contraction. Alors, ce sont des chiffres qui confirment pour la deuxième fois seulement, la deuxième fois depuis plus de 30 ans. La première fois, c'était le Covid en janvier-février 2020. Eh bien, pour la deuxième fois, l'activité en Chine se contracte. On a un chiffre de production industrielle qui était en baisse de 3% environ, les ventes au détail qui étaient en recul de 11%. Ces chiffres assez négatifs en Chine, premièrement, ils étaient globalement anticipés, et la grande question, c'est effectivement le soutien des autorités qui reste finalement trop faible et qui ne se transmet pas suffisamment à l'économie pour espérer un rebond de la croissance, tout simplement parce qu'en ce moment, les confinements restent très importants. Donc, le début de la réouverture graduelle de Shanghai cette semaine et l'annonce des autorités de rouvrir l'économie un peu plus largement dans les prochaines semaines offrent de l'espoir. Et en effet, un assouplissement des craintes sanitaires associées aux mesures ciblées pour soutenir l'investissement et l'immobilier, comme par exemple annoncer la baisse du taux d'intérêt effectif pour les primo-accédants, pourrait permettre un fort rebond de l'activité cet été. Pour la Chine, ce rebond d'activité, il est extrêmement important, tout simplement parce qu'au mois d'octobre, n'oubliez pas, Xi Jinping espère bien se faire élire président à vie. Passez-moi la simplification, mais le vote qui aura lieu au mois d'octobre lors du Congrès équivaut tout simplement à cela. Donc effectivement, pour que ce vote se passe bien, il faut mettre toutes les chances de son côté, et donc on peut parier au moins tactiquement sur un rebond de l'activité en Chine au cours de cet été. Voilà pour l'ensemble des marchés. Maintenant, avec l'ensemble d'entre vous, moi, ce que je voudrais revenir sur ce gros débat, parce que la question est fondamentale. Est-ce que nous sommes dans un bear market et dans ces cas-là, il faut rester en cash et attendre que cela se passe, ou bien est-ce que nous sommes en correction de milieu de cycle et est-ce que dans ces cas-là, il n'est pas temps de remettre un doigt dans les actifs risqués? Bernard, qu'en pensez-vous? Alors, merci pour ce point qui était comme d'habitude très bien détaillé. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que la difficulté, c'est qu'on ne peut pas raisonner comme on aurait raisonné il y a quelques années, parce qu'on a deux événements majeurs qui ne sont pas des événements financiers, qu'on est dans l'incapacité de contrôler, et je pense même que personne n'est dans la réelle capacité à les contrôler. On a d'abord la guerre en Russie, on ne sait pas. On ne sait pas, on entend tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, sur ce phénomène-là, je pense que les États européens sont assez bien parce qu'ils en disent très peu. Et je pense qu'ils en disent très peu parce qu'ils savent rien. On ne sait pas du tout ce que va faire Poutine. On ne sait pas du tout ce que vont faire les Américains, ni les Ukrainiens. On entend qu'un coup, ça se tend un peu entre l'Europe et l'Ukraine. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'il y a des négociations en sous-marin et qu'on sent l'Ukraine un peu trop raide. De l'autre côté, on entend les Américains dire qu'il faut livrer plus d'armes, l'Ukraine peut gagner la guerre. Voilà. On ne sait pas. Donc là, on a un point. Et de l'autre côté, avec la pandémie en Chine, on ne sait pas non plus, parce qu'on ne sait pas non plus comment elle va se développer. On sait à peu près ce qui se passerait s'ils traitaient le sujet comme les Européens, mais les Chinois, ce ne sont pas des Européens. Et nous, on a traité le sujet en laissant plus ou moins passer la pandémie et on gérait par rapport à nos hôpitaux. Eux, ils veulent 0 cas et donc, comme ça, il n'y a pas de problème dans les hôpitaux. De toute façon, tout le monde est à la maison. On entend des choses complètement horribles. Donc, des gens qui sont arrivés au Portugal qui nous racontent qu'on voulait leur prendre leurs enfants à Shanghai, des choses comme ça. On entend vraiment des choses complètement sans sens pour des Européens, mais avec probablement beaucoup de sens pour les Chinois. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, je passe, je ne sais pas. Et aujourd'hui, nous, dans ce qu'on conseille aux clients,
Bon, là où on est, on n'augmente pas les positions, on ne réduit pas les positions d'actifs à risque. Là, je vais faire plaisir à Étienne. Des fois, on enlève un petit peu de position à risque et on va un petit peu vers des fonds global macro, où on se dit que même si ça change, si le gérant est bon et Étienne est bon, enfin, on l'espère tous, il saura trouver le chemin de quand même créer de la valeur, alors que pour un gérant action long, donc un gérant action qui possède des titres, si tous les titres baissent, il peut faire ce qu'il veut. Il pourra limiter la baisse, mais il ne pourra pas avoir de la hausse. Donc, voilà un petit peu pourquoi je pense qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Et même, il n'y a pas d'éléments qui peuvent donner une réponse à votre question. Et comme on a pris pas mal de retard et qu'on a un programme chargé, Maël, en 1 minute, vous nous dites ce que vous en pensez. Et ensuite, on laisse réagir Étienne avant qu'il enchaîne sur son fond et justement sur cette globale macro. Bon, déjà, ça me fait plaisir, hein. Vous êtes comme moi, vous ne vous mouillez pas. Alors, Et je dois dire que je ne sais pas du tout non plus quoi dire, hein. Moi, je pense qu'on est monté très haut. Comme le disait David, on est parti de très haut. Donc, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin, dans la baisse, malheureusement. C'est mon avis, mais vraiment, je ne suis pas un expert. Moi, je pense qu'il va y avoir des rebonds successifs. Et je pense de toute façon que jusqu'à la fin de l'année, on va plutôt être sur une tendance baissière. Et on verra peut-être au mois d'octobre-novembre si justement on est dans un scénario ou dans l'autre. Voilà, je fais rapide. alors, Étienne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voilà. Oui, pour moi, on est très nettement dans un bear market qui va durer plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il est voulu et souhaité par les banques centrales des pays développés, de sorte de lutter contre l'inflation. Si vous voulez, l'inflation a plusieurs origines. Un effet contraction de l'offre, mais également un dopage de la demande et un dopage de l'effet richesse perçu par le consommateur américain. Et il n'y a qu'une seule possibilité du coup pour la Réserve fédérale américaine, c'est d'engendrer une contraction de l'activité de sorte que la demande baisse, la demande du consommateur européen, américain baisse, de sorte qu'elle vienne se mettre au niveau de cette offre qui est très restreinte. Donc, la baisse des marchés financiers, c'est une volonté, c'est quelque chose qui est souhaité, qui est voulu par la Réserve fédérale américaine notamment. Biden, à la Maison-Blanche, également l'a rappelé en début de mandat. Il n'est pas du tout intéressé par la hausse des marchés actions, bien au contraire. Et il y a là, si vous voulez, dans votre question, me semble-t-il, un petit biais cognitif dont on souffre tous, qui est de penser que ça n'est qu'une correction et que derrière, le grand trend haussier va reprendre. Je pense qu'au contraire, c'est probablement le contraire qui va se passer, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un dégonflement voulu, volontaire des valorisations qui derrière, donc ça c'est engendré par la hausse des taux tout simplement, et qui derrière va s'amplifier avec la contraction d'activité. Contraction de l'activité qui a démarré, hein. Les chiffres sont évidemment très mauvais en zone euro, notamment en Allemagne. La croissance française est à l'arrêt au premier trimestre. Les enquêtes d'opinion auprès des consommateurs, auprès des ménages ou auprès des industriels dans les pays européens ou aux États-Unis sont sur un trend assez baissier également. Donc, la contraction va générer, je pense, la deuxième partie de ce dégonflement des valorisations auquel nous assistons sur l'ensemble des classes d'actifs risqués, mais également sur l'immobilier, qui sera peut-être, l'immobilier américain, hein, qui sera peut-être la dernière brique à céder. Alors, là, je vais juste avoir une réaction en 30 secondes et après, je vais laisser David réagir. Bon, je pense que vous êtes trop pessimiste, donc que vous voyez les choses trop en noir et que vous avez trop cette vision-là, parce que d'un côté, aux États-Unis, il y a quand même un public, il y a quand même une population, et cette population a besoin de richesse économique, ou alors les choses se tendent vraiment et il y a un appauvrissement qui est inacceptable et
les urnes sont assez rapides aux États-Unis puisque l'élection présidentielle est tous les 4 ans, et les midterms qui donnent le pouvoir tous les 2 ans. Et là où je me dis que peut-être vous avez quand même un petit peu raison, c'est que comme Biden, il est suffisamment vieux pour probablement pas se représenter, il s'en fiche peut-être un peu. Il s'en fiche peut-être un peu. Donc, au midterm, il n'aura pas le choix, ou il aura ou un congrès avec lui ou un congrès contre lui, mais il n'aura pas le choix. Et en tout cas, aux prochaines présidentielles, il dira d'une manière ou d'une autre que, vu son âge, il passe la main. Donc, il peut s'en ficher un petit peu de ce bonheur économique si cher aux Américains. Allez, David, en 30 secondes, 45 secondes au maximum, dites-nous ce que vous en pensez de ces réflexions d'Étienne. Et après, ce sera Étienne pour présenter son fonds et la Global Macro. Alors, effectivement, je pense que ce qui est voulu par les banques centrales, c'est pas le bear market qui est voulu. Je pense que ce qui est voulu, c'est effectivement juguler l'inflation. Ça, c'est très clairement un objectif, puisqu'on a bien vu que l'inflation était devenue un problème politique, hein, un problème qui pouvait remettre en cause la stabilité de certains gouvernements, on le sait bien. En revanche, je pense que contrairement à ce qu'on a vu par le passé, hein, donc je pense à des bear markets longs, hein, non pas à des crises ponctuelles qui durent quelques mois seulement, je pense que les banques centrales ont également acquis une certaine agilité dans la manipulation donc, des stimuli et des outils de resserrement monétaire. Et je pense que, vu toutes les liquidités qu'il y a encore en circulation et la réactivité que les banques centrales vont avoir, on l'a bien vu d'ailleurs à la fin de 2018, hein, lorsqu'on a eu ce dernier trimestre 2018 extrêmement négatif, on a vu tout de suite les banques centrales arrêter leur mouvement de resserrement. Alors, en revanche, je pense qu'après la hausse phénoménale des marchés actions l'an dernier, ce n'est pas la baisse de 15% que nous voyons cette année qui va faire pleurer qui que ce soit au niveau des banques centrales. Et je pense qu'effectivement, le fameux filet de sécurité des banques centrales, je pense toujours qu'il existe, mais je pense qu'il est bien plus bas que sur les niveaux actuels. Ok, merci beaucoup. Étienne, c'est maintenant à vous. On va parler de Sunny Patrimoine et de Global Macro. Je vous laisse commencer. Bien sûr. Ok, eh bien, merci de me laisser cette possibilité. Donc, je gère en effet un fonds qui s'appelle Sunny Patrimoine 2.0, qui est un fonds patrimonial dans le sens où il cherche à ne pas exposer ses clients à un budget de volatilité trop grand, trop large, mais cherche de manière implicite une forme de protection au capital. C'est un peu l'idée des fonds diversifiés, l'idée des fonds patrimoniaux, que de ne pas emmener les clients dans des niveaux de baisse qui soient trop brutaux. Et il est 2.0 parce que au lieu de ne traiter de manière traditionnelle que deux classes d'actifs, qui seraient les taux et les actions, il investit sur l'ensemble du spectre des actifs financiers, hein, donc les taux d'intérêt, bien sûr, le crédit, les actions, mais également les matières premières, par exemple, ce qui lui permet d'avoir un profil un peu plus tout-terrain. Ensuite, il est 2.0 de manière assez structurelle, dans le sens où, au lieu de faire de l'allocation par classe d'actifs, le fonds travaille par des thèmes qui sont des thèmes transversaux et qui sont des thèmes de moyen terme ou de long terme. Alors, quel type de thème ? Eh bien, l'inflation durable, par exemple, c'est un grand thème du fonds, qui est donc un thème transversal mis en place depuis le début de l'année dernière, hein, donc depuis février 2021, on a cette idée, cette conviction que l'inflation va changer de forme, mais va rester élevée pendant quelques années. Premièrement,
Quel autre type de thème éventuellement dans le fonds à l'heure actuelle? Eh bien, tout simplement ce qu'évoquait David tout à l'heure, c'est-à-dire le durcissement des conditions financières. À partir du moment où les banques centrales font face à un régime d'inflation qui est très élevé, eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité pour eux que de remonter les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt courts, ce qui provoque une multitude d'effets en cascade qu'on appelle chez nous durcissement des conditions financières, c'est-à-dire donc la remontée des taux d'emprunt hypothécaire, hein, les taux avec lesquels on emprunte pour s'acheter une maison, donc qui sont à 5% aujourd'hui aux États-Unis par exemple, hein, une remontée assez spectaculaire, la remontée des primes de crédit, donc ce qu'on appelle l'écart, si vous voulez, de rémunération ou l'écart de taux d'emprunt entre le taux sans risque et puis le taux un peu plus risqué d'une entreprise, par exemple, lorsqu'elle cherche à se financer sur le marché. Donc, remontée des taux d'intérêt, remontée des taux mortgage, baisse du niveau des marchés actions, de sorte de freiner la machine qui s'est un peu emballé. Hein. Le consommateur américain s'est clairement emballé l'année dernière sous l'effet des plans de relance, que ce soit les plans de Trump ou les plans de Biden. Donc, ce fonds, via des thèmes transversaux, est géré finalement de manière assez indépendante des fluctuations du quotidien. Et c'est ce qui lui permet de traverser peut-être les bourrasques actuelles avec plutôt un peu de succès, en espérant qu'il dure, puisque depuis 2 ans, le fonds doit être en hausse de 24%, et depuis le début de l'année, il est entre plus 8 et plus 9%. Voilà un petit peu le cadre général de ce fonds Sony Patrimoine 2.0. Alors, quand même une petite question, c'est toujours un peu compliqué cette globale macro. Bon, comme tous les fonds, vous collectez de l'argent, donc les gens qui souhaitent mettre de l'argent mettent chez vous, et ensuite vous achetez quoi et vous faites quoi avec cet argent? Un gérant action, c'est simple, il achète des actions, un gérant obligation, il achète des obligations, éventuellement ils en vendent pour se protéger ou pour amplifier un mouvement. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement et comment ce que vous faites nous fait gagner de l'argent ou perdre de l'argent? Alors, c'est une très bonne question, puisqu'en effet, il y a une différence assez marquante avec les fonds traditionnels. Un fonds traditionnel, comme vous l'avez rappelé, il achète, et il achète quoi? Il achète des actions, il achète du crédit, donc des obligations d'entreprise, par exemple, si c'est un fonds qui investit sur les obligations, il achète éventuellement des matières premières, si c'est un fonds matières premières, etc. La particularité d'un fonds global macro, c'est de pouvoir à la fois acheter des actifs financiers, en acheter moins, réduire la voilure, bien sûr, très certainement, et également de les vendre, c'est-à-dire de prendre des positions vendeuses sur des instruments ou sur des actifs sans forcément les avoir en portefeuille. C'est ce qu'on appelle des positions short. Donc à partir du moment où on est vendeur au travers d'un produit dérivé du Nasdaq américain, et bien, quand le Nasdaq baisse, et bien, on capte la différence de prix entre le prix auquel on a vendu et le prix auquel on va racheter, par exemple, une semaine plus tard. Et donc, c'est cette agrégation de positions soit acheteuses, soit vendeuses, soit les deux en même temps, qui font la performance du portefeuille dans des univers chahutés comme celui que nous vivons, que nous traversons. Ce qui veut dire du coup que dans le fonds, il y a non seulement des actifs financiers, mais également des produits dérivés qu'on utilise pour faire de la couverture ou pour prendre de manière plus agressive des positions vendeuses de manière absolue. Alors, quand vous prenez une position vendeuse dans le fonds, donc quand vous vendez quoi que ce soit, en réalité, vous encaissez l'argent de la vente tout le temps, c'est ça? Vous encaissez l'argent de la vente, exactement. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Eh bien, cet argent, ensuite, il vient tout simplement incrémenter, comme lorsque vous achetez quelque chose et que vous le revendez, il vient incrémenter le compte de résultat de la SICAV ou de l'OPCVM que vous vendez, que vous gérez, pardon. Donc,
cet argent vient ensuite rémunérer l'investisseur qui est investi dans cette OPCVM, dans ce fonds. D'accord. Alors, dans un fonds comme le vôtre, donc vous détectez, en fin de compte, le fonds, c'est quoi? C'est détecter des sens, acheter les produits dérivés ou les produits qui permettront de gagner de l'argent si les sens détectés sont les sens du marché, donc si c'est ce qui se passe et ce que vous avez prévu. Donc, je vais donner des sens simples. Le dollar monte par rapport à l'euro, c'est un sens. Le Nasdaq va baisser, c'est un autre sens. Le taux 10 ans américain va monter, c'est un autre sens. Voilà. Donc, c'est détecter des sens. Donc, le métier, si j'ai bien compris, ce serait de détecter des sens. D'ensuite, investir sur des produits dérivés, ou pas que d'ailleurs, d'investir sur des produits qui peuvent être dérivés pour capter de la valeur si ces sens se révèlent être à propos. C'est ça? Oui, sens ou tendance. Alors effectivement, une tendance, c'est un actif financier dont on pense qu'il va soit monter, soit baisser. Quel type d'actif? Eh bien, par exemple, l'immobilier américain, par exemple. On pense que l'immobilier américain va baisser quelque part entre maintenant et la fin de l'année 2023. À partir de là, on va chercher du coup quel est l'instrument financier simple qui permet le mieux de jouer ce thème et cette tendance baissière que nous percevons. Et donc, dans le fond, il n'y a pas que des choses baissières, il y a également des choses haussières. Par exemple, la hausse des matières premières est un thème structurel du fonds lié à la transition énergétique. Donc, on voit bien que dans le fonds, on peut avoir, donc, par exemple, on a de l'or, on a du cuivre, on a des actions de sociétés qui extraient des matières premières. Donc là, on est plutôt acheteur de ces produits-là. On est donc exposé à un sens qui est haussier. Et puis, on pense que le prix des obligations d'État aux États-Unis, en Europe, va baisser du fait de la remontée des taux d'intérêt. Et donc là, on utilise un produit dérivé tout simple, qui est transparent, qui est liquide, qui est coté sur les marchés financiers et qu'on appelle un contrat à terme. Un contrat à terme, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de vendre à découvert un actif financier qui est en référence. Donc, on peut vendre, par exemple, à découvert, si on le souhaitait, et c'est ce qu'on fait, des obligations d'entreprise au travers de ce type de produits dérivés très simples que toute la planète finance utilise, soit pour neutraliser un risque de taux d'intérêt, soit pour exprimer une vue et une direction très forte. D'accord. Alors, OK, là, on a compris cette histoire de sens ou de tendance. Maintenant, le fonds, il s'appelle aussi patrimoine. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de trop perdre. J'allais dire ni de trop perdre, ni de trop gagner, mais si vous pouvez vous permettre de trop gagner. Comment est-ce que vous faites pour qu'en prenant des sens, alors qu'il y a toujours une chance que vous vous trompiez, c'est-à-dire que voilà, on peut se tromper une fois, on peut se tromper 2 fois, mais on peut aussi malheureusement se tromper 10 fois de suite. Ce qui est un peu le corollaire que quand on a raison 10 fois de suite. Comment est-ce que vous faites? Quelles sont les techniques pour que ce fonds reste patrimonial et qu'on ne puisse pas se réveiller un matin en se disant merde, j'ai perdu 27%? Oui, alors peut-être on peut rappeler que ce n'est pas un fonds très spéculatif dans le sens où la globale macro cherche quand même à capter des tendances longues et ne s'intéresse pas vraiment aux variations de très court terme. Un fonds très spéculatif va tourner ou va plusieurs fois par jour acheter ou vendre la totalité des actifs en sa possession. Un fonds global macro, lui, va rester présent sur des tendances qui sont des tendances longues. On comprend bien, par exemple, que la transition énergétique qui déforme les prix des matières premières, c'est une tendance qui va durer jusqu'à horizon 2050, 2050 étant l'objectif de la neutralisation du carbone. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a une autre manière de la formuler d'un point de vue de gérant, c'est cette notion de maximum drawdown, dont peut-être certains de vos auditeurs ont entendu parler, c'est-à-dire de perte maximale.
à tout moment, on utilise dans notre gestion un modèle qui est un modèle de risque et qui permet de contrôler quasiment en temps réel quel est, dans des conditions de marché qui seraient exécrables, le choc que va encaisser éventuellement le fonds si tous les paris, comme vous l'avez dit, devaient être dans le mauvais sens. Donc, à tout moment, on calcule la perte maximale du fonds et on se met une limite. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, si je devais avoir tort sur l'ensemble des positions du fonds, je sais qu'à la fin de la journée, dans cette situation qui serait vraiment exceptionnelle, eh bien, le fonds ne perd pas plus de 1%. Voilà, moins 1% par jour en ce moment, c'est le degré de risque qui est embarqué par le fonds et c'est le degré de risque maximal si tout devait se retourner contre les positions du gérant et contre les vues de la gestion. Et vous avez absolument raison, lorsqu'on gère juste une classe d'actifs, comme les actions par exemple, le contrôle des risques est finalement assez simple. Et dans un fonds global macro, il faut porter le sujet et monter un petit peu le degré de surveillance des actifs en portefeuille, surveiller les corrélations entre les portefeuilles et puis stresser votre portefeuille de sorte que, en situation de marché exceptionnelle, eh bien, vos investisseurs aient un montant de perte qui soit raisonnable. Et nous, on estime que perdre 1%, par exemple, dans un choc de marché sur une journée, c'est assez confortable pour un investisseur. Et puis, surtout, c'est très rassurant parce qu'on lui dit à l'avance. On lui dit à l'avance, OK, le fonds, il est investi plutôt de sorte de profiter de l'inflation qui vient, est un grand thème. Il utilise effectivement des produits dérivés qui peuvent parfois vous sembler un peu compliqués, mais en avance, on peut vous dire que la perte du fonds maximale, elle ne sera pas plus de 1% sur un jour ou pas plus de 10% sur un mois. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez novateur et d'assez parlant pour un auditeur. Très bien. Mais il est temps maintenant de mettre fin. C'était passionnant. C'est très intéressant. C'était un peu technique. Heureusement, on a les podcasts et donc les auditeurs pourront réécouter. Et voilà. On espère vous voir à notre grande soirée aussi, donc le 20 juin. Et on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. C'est maintenant au tour de Lionel Antonio Guerrero, qui est venu nous parler de la Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise. Bonsoir Lionel. Oui, bonjour Bernard, bonsoir. Merci tout d'abord pour cette invitation qu'on ne pouvait pas refuser. On est très heureux de cette visibilité que vous nous partagez et puis surtout de ce partenariat puisque vous nous aidez dans de nombreux projets également, la French Radio. Alors, on va commencer tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise. Alors, une chambre de commerce, c'est quoi? Ça fait quoi? Quand elle est franco-portugaise, qu'est-ce qu'elle fait de différent, de plus ou de moins des autres? Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, elle est à Setúbal. Donc, quand on est à Setúbal, qu'est-ce qu'on y fait? Allez, on essaye de bien expliquer et de bien faire comprendre à nos auditeurs qu'est-ce que c'est ce grand machin. Oui, en fait, ce n'est pas un grand machin, on va dire, c'est plutôt une petite organisation. C'est la fédération de plusieurs talents et compétences de personnes ici sur Setúbal. Une chambre de commerce est là pour vocation de permettre de fluidifier, de rendre concret l'économie locale à partir en fait de flux qui viennent de l'extérieur. Notre rôle à nous, en tant que chambre de commerce, c'est de pouvoir aider toutes les personnes qui ont le désir de s'installer au Portugal ou de trouver des partenaires au Portugal, de trouver par exemple des sous-traitants, des industriels ou même des clients, de pouvoir les accompagner dans ce type de projet. Ça, c'est ce que généralement fait une chambre de commerce. On travaille également sur un axe qui est assez peu connu, qui est aussi de travailler sur des propositions de loi qui permettent justement de fluidifier encore plus cette économie locale. Alors quand je dis locale,
On travaille toujours localement, mais on a toujours un rayon d'angle plutôt global. Donc voilà en fait à quoi servent les chambres de commerce. Pour parler de notre chambre de commerce, avant tout, j'aimerais parler de la chambre de commerce de Paris. C'est la chambre de commerce franco-portugaise de Paris. Le siège est à Paris et elle a installé des délégations un peu partout en France avec un maillage du territoire assez important. Pourquoi? Pour permettre les échanges bilatéraux entre la France et le Portugal dans un premier temps, mais aussi entre la francophonie et la lusophonie, qui est aussi très importante. Donc, nous, à Setúbal, nous sommes juste une délégation, l'unique délégation d'ailleurs, au Portugal. La Chambre de commerce franco-portugaise entretient des rapports et des liens reconnus par l'État portugais, mais aussi français, reconnus par l'État portugais avec notamment tous les contacts que l'on peut avoir avec toutes les chambres de commerce portugaises dans le monde. Vous savez que le Portugal a eu pendant quelques siècles une influence importante dans le monde entier. Eh bien, on est resté complètement connecté à tous ces pays-là, de par aussi les chambres de commerce. Alors, j'ai une petite question encore dans le domaine du macro et après on descendra dans le domaine du micro. Donc, vous dites que c'est la chambre de commerce franco-portugaise de Paris qui a maillé le territoire français, ça on le comprend bien, qui a ouvert une antenne au Portugal, on le comprend aussi. Il n'y a qu'une antenne, donc ça on le comprend un petit peu moins bien, on y reviendra peut-être à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a d'autres antennes dans d'autres pays? Alors, il n'y a pas d'antenne proprement dit de la chambre de commerce franco-portugaise, mais nous avons les chambres de commerce portugaises qui, en effet, rayonnent dans le monde entier. D'accord. Alors, on en vient sur un plan micro. Donc, alors, déjà, vous fonctionnez comment? Les gens chez vous, c'est des adhérents, c'est des membres, Voilà, c'est c'est des ça. associés. Qu'est-ce que Alors, c'est? alors aujourd'hui, on est en plein développement puisqu'on a créé cette délégation de la Chambre de commerce franco-portugaise liée à Paris euh, en février 2020. Donc, on n'est encore que tout récent. Avant le Nous Covid ou vous avez attendu le Covid Alors justement, on a fait l'inauguration en février 2020, juste juste avant? avant le Covid. Donc naturellement, la période a fait que tout a été un petit peu au ralenti. On est en train de sortir du bois. On enlève les masques et on reprend contact avec tout le monde. Ce qui d'ailleurs en fait est plutôt heureux, c'est que nous avons déjà des membres spécialisés, comme par exemple, aujourd'hui, on est capable d'amener sur Setúbal, la région de Setúbal, mais aussi sur le Portugal, des réponses à des questions aussi simples que nous cherchons une entreprise qui peut en fait nous fournir, par exemple, en tôlerie ici au Portugal, ou nous cherchons un sous-traitant pour les chaussures ici au Portugal, ce qui n'a rien à voir avec Setúbal, mais on est vraiment sur le Portugal. Et puis ensuite, sur l'implantation ici, proprement dite, au Portugal, mais aussi à Setúbal, nous avons aujourd'hui parmi nos membres différents pôles de compétences, comme par exemple le sourcing, mais également des cabinets comptables pour implanter des sociétés, d'avocats également, mais aussi les banques qui permettent en fait de fluidifier et d'aider en fait l'installation ici sur place. Donc, on a un peu tout type de projets. On a des projets qui sont de grosses PME sur lesquels on travaille à plus moyen et long terme sur le sourcing plus que sur l'implantation, puisqu'elles ont d'autres moyens. Et puis, il y a des TPE également. Il y a tout un tissu économique de TPE sur place pour lesquels, là, on fait un vrai travail d'accompagnement et de mise en place à la fois de projets jusqu'à l'ouverture, jusqu'au fonctionnement. Voilà. Alors, les services d'une chambre de commerce, donc imaginons, je viens, je veux chercher des bureaux, je veux m'implanter, je veux voir si je peux faire fabriquer à bon prix et à bonne qualité tel produit. C'est des services que vous fournissez gratuitement à vos membres ou c'est des services qui sont payants ou il y a les deux? Il y a une partie des services qui sont payants et une partie des services qui sont gratuits. Ouais, c'est une bonne question parce que justement, ce que l'on a fait nous pour nos membres, on a créé ce pôle de compétences parmi nos membres. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'adresse à nous va nécessairement avoir un premier contact avec nous. On va pouvoir l'orienter très rapidement et ce gratuitement sur nos membres. Et ensuite, naturellement, comme nos membres sont spécialisés, eh bien, ce sont eux qui loueront le bureau ou les accompagneront pour ouvrir les comptes ou factureront leurs honoraires ou d'avocat ou de comptabilité.
D'accord. Mais est-ce qu'il existe un travail fait par les permanents de la Chambre de commerce pour les gens qui viennent s'installer? Donc, un travail, entre guillemets, je ne vais pas dire gratuit parce que rien n'est gratuit, mais un travail qui est offert aux adhérents. Est-ce que vous avez des Oui. permanents qui font un travail régulièrement pour les adhérents sans payer autre chose que la cotisation? Voilà, en fait, tout dépend de la demande. On préqualifie la demande. On peut avoir deux façons de travailler. La première, c'est que gratuitement, nous allons, en fait, en fonction de la demande, prescrire fortement et indiquer fortement parmi nos membres les personnes compétentes. À partir de là, le service est complètement gratuit. Par contre, si en effet l'entreprise souhaite un accompagnement total et complet avec un seul interlocuteur de la chambre de commerce, à partir de là, on facturera en effet un service euh, qui sera un service global, mais qui reprend en fait l'ensemble des services. Mais c'est juste pour avoir en fait un interlocuteur avec une obligation de résultat et de suivi. Combien coûte la cotisation pour s'inscrire chez vous? Alors, la cotisation, la réponse est plutôt heureuse puisque c'est 300 € à l'année, ça revient tout juste à 25 € par mois. Donc, naturellement, on a voulu en fait ce prix-là pour toutes les TPE, les très petites entreprises qui souhaitent s'implanter, qu'elles puissent en fait avoir les moyens de pouvoir rentrer dans notre groupe, dans notre club et de profiter de l'ensemble des contacts et des compétences qui sont sur place. Donc, c'est vrai que c'est un budget qui est vraiment minime, mais c'est vrai que des TPE ou des personnes qui viennent implanter des petites entreprises ici ont toujours aussi des investissements importants. Et c'est important, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que le Portugal présente en surface beaucoup de similitudes avec ce que l'on connaît en Belgique, en France, dans d'autres pays de la francophonie. Mais lorsque tout d'un coup le projet démarre, on peut très très vite être perdu parce que tout fonctionne un petit peu différemment en profondeur. Et on a vu des projets qui étaient mal calibrés au départ, qui nécessitaient un temps de mise en place beaucoup plus long, nécessitaient donc une trésorerie qui n'avait pas été prévue, parce qu'en venant de France, souvent de Paris même, on est dans un mouvement de vie qui est extrêmement rapide. On pense que le monde entier est aussi rapide. Et parfois, ici, on est face à des contraintes à la fois juridiques et de licences qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et si on ne les provisionne pas en matière de trésorerie, et ça, j'en parle, c'est très important parce que beaucoup de francophones arrivent ici avec des projets et finalement, certains repartent avant même que le projet ne se fasse parce que justement, on a mal calibré cela au départ. Et c'est vraiment ce que l'on propose au travers de la Chambre de commerce, c'est cet accompagnement et cette expérience également d'entrepreneurs qui sont ici sur place et qui peuvent partager leur expérience. Alors, ma dernière question, comme vous êtes à Setúbal, vous ne vous intéressez qu'à Setúbal ou alors vous rayonnez sur l'ensemble du Portugal? Ou alors il faut qu'il y ait quand même une région qui vous rattache à Setúbal, ou alors le fait que vous soyez la seule et unique délégation, ben, ça vous laisse les mains libres sur l'ensemble du Portugal. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes géographiquement à Setúbal. Donc, il est vrai qu'on a des contacts qui sont très forts à Setúbal et qui permettent de fluidifier. Quand je dis fluidifier, c'est régler beaucoup de problèmes auxquels on ne pensait pas ici directement sur place. Mais comme nous sommes la seule délégation de la Chambre de commerce franco-portugaise, eh bien, cela nous permet aussi de pouvoir agir et faire des recherches et mettre en place des partenariats dans tout le Portugal. Je vais vous donner un exemple très simple. On a un particulier qui a des voitures de collection et ce particulier qui a des voitures de collection a son propre cabinet d'avocat en France. Il a envoyé ces deux voitures de collection. Il a eu une difficulté il a une difficulté pour que le travail soit fait pour le traitement de la voiture de collection. En fait, ça a été très très compliqué à partir de son cabinet d'avocat ici, enfin on va dire en France. Et il nous a contactés et on a pu en fait mettre à disposition nos services avec des gens qui savent exactement comment s'y prendre pour régler son problème. Donc voilà, c'est des petits points comme ça et ça n'a rien à voir avec Setúbal puisque c'est dans le nord du Portugal. D'accord. Lui, il venait faire quoi? Il venait faire de la rénovation? Voilà, en fait, il avait confié à une société, à un garage
spécialisé dans les voitures de collection, une rénovation complète de ces véhicules. Il se trouve que je crois que la personne a eu un problème de santé et de ce fait, son véhicule est complètement démonté et il n'arrive plus à avoir la personne au bout du fil. Son avocat en France, qui a un partenariat avec un cabinet d'avocats ici au Portugal, n'arrive plus à avoir non plus personne. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mener une action qui est directe, qui est forte, pour récupérer en fait l'ensemble des pièces et on a trouvé une autre personne qui s'occupe des voitures de collection, mais qui est en bonne santé pour pouvoir le faire. Voilà. Super. Merci beaucoup, Lionel. À très bientôt. On se reverra en juin et on détaillera encore plus ce que vous faites et comment vous le faites. Et ben vous aussi, la prochaine étape, c'est à notre grande soirée le 20 juin où on se fera une joie d'être avec vous parmi nous. Eh bien, nous aussi, on se fait une joie d'y être puisque le dernier événement était fantastique. Donc, on sera très, très heureux d'être parmi vous le 20 juin. Merci en tout cas, Bernard. Merci à la French Radio. Merci à tous. Merci, au revoir. Et c'est maintenant au tour de Victor Marques qui revient nous voir après nous avoir parlé de l'or, après nous avoir parlé de plein de choses. Il revient avec sa chronique et cette fois-ci, il va nous parler des métaux. Et des métaux d'une manière un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre. Allez, Victor, c'est à vous. Et bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Alors en effet, je vais vous parler des métaux et de la transition énergétique actuelle que nous sommes en train de vivre. Et cette transition énergétique, elle est en train de passer notre dépendance du pétrole à une dépendance des métaux. Alors cela est dû au fait que nous transitons vers un monde plus écologique, plus vert, et où la plupart des énergies renouvelables et alternatives utilisent des métaux qualifiés de rares. Alors, le meilleur exemple que nous pouvons prendre actuellement, ce sont les voitures électriques, voitures dans lesquelles les batteries nécessitent impérativement du nickel et du lithium afin d'être construites. Alors, dans les 30 années à venir, il est prévenu que nous consommons plus de cuivre que nous l'avions fait depuis l'existence de notre humanité. Dans les 20 ans à venir, notre consommation de nickel sera augmentée par 3 et celle de lithium par 18. Alors, les deux crises vécues ces 2 dernières années, elles ont relevé une forte dépendance en termes d'approvisionnement sur plusieurs types de produits et sur plusieurs types de composants. Alors, si l'Europe, elle souhaite devenir maître de son destin et ne plus être dans cette flagrante dépendance, elle devra se consacrer au sujet de demain qui est bien entendu les métaux. Par ailleurs, avec cette envie de devenir maître de son destin, la France, elle a décidé de rapatrier plusieurs activités comme la production de batteries ou la fabrication de textiles. Et ces futures usines, ces usines de demain, elles nécessiteront de différents métaux pour tourner. Et il faudrait bien absolument éviter que celles-ci soient à l'arrêt un jour parce qu'il y aura un certain problème à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'on va voir comment l'Europe et comment la France pourraient réduire leur dépendance. Alors, dans un premier temps, il est possible de réduire leur indépendance en développant la production de plusieurs minerais sur les sols européens. Alors, c'est vrai que l'Europe, elle contient plusieurs métaux dans ses sols, même si ce n'est pas une quantité très grande, elle pourrait développer cette production et ce qui pourrait déjà lui couvrir jusqu'à 25% de ses besoins. C'est déjà assez considérable. Il existe par exemple du lithium au Portugal, en République tchèque et même en Allemagne. Et il y a plusieurs projets qui sont en train d'être entrepris, comme la mine d'Ubaroz, une mine qui se situe à côté de Braga, à peu près à 140 km de Porto. En revanche, quand on parle de développer la production de plusieurs des différents minerais sur les sols européens, il y a un petit problème, il y a une limite qui sont les problèmes environnementaux. Alors, l'exploitation d'un gisement de matières premières est susceptible d'enclencher quelques impacts environnementaux. Nous avons dans un premier temps le fait que l'extraction des métaux rares est très polluante. Alors pour trouver les métaux, il faut broyer les roches. Concrètement, ça veut dire qu'on va réduire les roches en très petites parcelles et par la suite, il faut employer des produits chimiques. À titre d'exemple, nous avons l'acide sulfurique. Alors pour produire 1 kg de vanadium, c'est un métal qui est, par exemple, très utilisé dans l'industrie aérospatiale. Il faut savoir qu'il faut détruire 9 tonnes de roches, histoire que vous ayez un peu un ordre d'idée. À cela
vient s'ajouter un gaspillage d'eau qui est énorme. Il faut 200 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 200 000 litres pour purifier chaque tonne de métaux rares. Alors, de plus, cette eau, elle contient de l'acide et elle doit faire l'objet, bien évidemment, d'un traitement au risque de trop polluer notre environnement. Alors, nous pouvons également prendre exemple sur le plus grand gisement de gaz naturel de l'Union européenne qui se situe aux Pays-Bas, à La Haye. Et c'est un gisement qui existait depuis plus de 50 ans, depuis une cinquantaine d'années. Et il y a plusieurs séismes qui sont apparus à la fin des années 80. Et ces séismes, ils étaient intimement liés à l'extraction de gaz. Alors, ça a commencé avec 4 séismes par an entre 1991 et 2002. Et ça s'est multiplié au fur et à mesure avec un record de 29 glissements de terre, 29 séismes en 2011. Alors, le séisme, il devait avoir fin en 2030. Et en raison de tous ces séismes, la date de fermeture, elle est prévue alors maintenant pour mi-2022. Alors, juste là, on arrive un petit peu au moment de la conclusion. Vous avez vraiment l'impression qu'on va passer d'un monde de pétrole et de dérivés du pétrole à un monde des métaux? C'est-à-dire que tout à l'heure, dans le début de l'émission, on parlait que la transition énergétique, elle était prévue pour se faire entre maintenant et 2050. Et vous, dans le cadre des recherches que vous avez fait, de l'analyse un peu, vous avez l'impression qu'en 2050, on n'utilisera pratiquement plus de pétrole, en tout cas pratiquement plus de pétrole pour se chauffer, pour conduire et pour fabriquer de l'électricité, et qu'on utilisera pour tout ça des métaux? Absolument. En 2050, l'objectif, c'est qu'on soit neutre. Et moi, je pense que ça commence aujourd'hui. Ça a commencé hier et ça va s'accélérer davantage demain. Les gens ont tendance de nos jours à faire attention. On tend vraiment vers un monde plus vert. Et qui dit monde plus vert dit qu'on va utiliser, qu'on va augmenter notre dépendance aux métaux et moins utiliser le pétrole, par exemple. Alors, moi, j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Pour l'immense majorité du pétrole, à l'exception du pétrole de schiste, où on va fracasser de la roche, des choses comme ça, on creuse un trou, on arrive dans une poche de pétrole ou de gaz, d'ailleurs, c'est la même chose, on prend ce qu'il y a à prendre, on envoie des fois un petit peu d'eau, un petit peu d'air comprimé, un petit peu de solvant pour prendre le plus qu'il y a à prendre, et ensuite, ce pétrole, on l'utilise. OK, ça crée du carbone et ce carbone nous embête beaucoup aujourd'hui. Donc, on va vers une décarbonisation de la consommation. Mais à vous avoir écouté, et je vous ai bien écouté, si on doit remplacer tout ça par des métaux, mais on va casser la moitié de la planète. On va casser nos montagnes. Là, on allait prendre quelque chose dans un trou, dans une cavité, donc on ne le voyait pas. Je veux dire, c'est un vrai gruyère en dessous de l'Arabie Saoudite avec tout ce qu'on prend. Mais là, c'est toutes nos montagnes. Enfin, heureusement, on n'a pas trop de matières premières en France, donc on ne va pas trop casser nos montagnes. Mais dans les pays où il y a des matières premières, on va tout casser. On va tout casser. On va rendre tous ces pays-là, ça va être des plaines désertes, abîmées, bourrées d'acide et de choses comme ça. Alors, en effet, vous avez raison. C'est vrai que extraire de la matière première, c'est très polluant, mais on peut la recycler en tout cas. Et c'est un point que je souhaiterais aborder dans cette émission. Alors, c'est vrai qu'on ne le fait pas encore beaucoup, puisqu'on va voir qu'il y a quelques limites aujourd'hui et qui demain pourront ne plus exister. Mais c'est vrai qu'on peut assurer un recyclage de la matière première. C'est tout à fait possible physiquement parlant. Et ça serait même d'ailleurs très stratégique, je dirais, pour ne pas, comme vous dites, casser tout notre monde. Alors, comme je vous ai dit, il existe 2 limites principales et qui sont la forte volatilité des prix des métaux. Et alors, cette volatilité, elle pose la question et elle met un doute aux potentiels investisseurs qui seraient, eux, prêts à investir en recherche et développement sur le recyclage des métaux critiques. Alors, concrètement, comme les matières premières sont trop volatiles, alors les investisseurs, ils sont trop sceptiques et ils se disent qu'ils ne veulent pas investir puisque parfois,
Et ça, c'est exactement le deuxième problème, c'est que parfois, il est plus cher de recycler de la matière première que de l'extraire directement de la roche. Et c'est pour ça qu'on pourrait se poser la question si la politique ne pourrait pas intervenir sur ce sujet-là et par exemple créer une taxe pour la matière première jetée, ce qui viendrait augmenter le coût de jeter la matière première et ce qui viendrait peut-être rentabiliser et donner de l'espoir à de potentiels investisseurs pour qu'ils investissent en recherche et développement et qu'on arrive à recycler un maximum de matière première. Une dernière question, et en une minute pour qu'on tienne notre programme. Je vois que Julie Dehalleux est arrivée dans notre studio. Alors, OK, on va mettre une taxe, on va faire ce qu'il faut, on va obliger à utiliser la matière première recyclée, tout ça. Mais là, on tombe dans notre propre piège, et surtout dans le piège dans lequel on ne sait pas comment sortir. C'est que, quelle que soit la méthode qu'on prenne, ça vise à l'augmentation de la valeur de la matière, et l'augmentation de la valeur de la matière vise à l'augmentation du produit fini, et donc est créatrice d'inflation. Et aujourd'hui, on voit que le problème numéro 1 des banques centrales, c'est redevenu l'inflation. Alors, comment est-ce que vous voyez qu'on pourrait sortir de ce problème? Alors, c'est une très bonne question. Je n'y avais pas pensé, ça. Mais alors, comment on pourrait sortir de ce problème? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en... Eh ben, je ne sais pas. C'est quelque chose sur lequel on va réfléchir et on verra ça dans nos prochaines émissions. Mais je crois que c'est un petit peu le sujet des prochaines années. Contenir une inflation, faire mieux avec moins, ou alors accepter une inflation. Accepter tout simplement une inflation et accepter que pour vivre mieux, on va devoir vivre plus cher et que pour vivre plus cher, on va devoir renoncer à des choses. On paiera notre bien-être plus cher et puis on paiera moins cher nos vacances ou on n'ira pas en vacances. Et voilà. Et dans ce cas-là, l'inflation de certains actifs, ça pourra rentrer dans une économie. Mais il y a peut-être aussi à réfléchir à une meilleure utilisation de nos moyens pour un monde plus propre et plus écologique, ou alors à une utilisation de moins de moyens. Peut-être que pour dépenser moins de kérosène ou moins de métaux spéciaux, demain, il faudra peut-être tout simplement moins voyager. Voilà. En voyageant moins, on dépensera moins et si ça augmente un peu, ça ira. Ou alors avoir des gains de productivité qui feront que c'est par la productivité, par la robotisation, par l'intelligence artificielle que l'augmentation du coût de la matière première pourra être absorbée par les gains de productivité faits dans les process de fabrication, de services et d'analyse. En tout cas, merci beaucoup Victor, merci beaucoup pour ce partage de savoir, merci de rechercher et de creuser ces sujets pour nous. On sait la difficulté que c'est. C'est maintenant au tour de Julie Dehalleux qui nous a rejoint. Bonsoir Julie, il va falloir que vous déverrouillez votre micro. Sur le côté gauche, en bas à gauche, il y a une petite icône. Bravo, parfait. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien, puis je suis ravi de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez sur la French Radio, et en tout cas, c'est la première fois sur notre émission. En plus, vous venez avec une très très belle nouvelle, un salon, un événement que vous avez créé qui s'appelle Lisbonne by Design. By Design, oui. C'est la deuxième édition, c'est ça? C'est ça. Voilà, la première a été un succès. On a beaucoup parlé de vous, on a beaucoup parlé de cette chose, de cette mise en avant de l'artisanat. Je vais vous laisser nous en dire plus, nous dire un petit peu ce concept, mi-foire, mi-salon, mi-événement, mi-galerie d'art. Allez-y Julie, expliquez-nous. Voilà, merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. En fait, on va parler, oui, principalement d'artisanat et de design portugais. La première édition, donc j'ai créé ce salon l'année passée, juste après le Covid, dans une période assez particulière. Et effectivement, j'ai eu pas mal de succès. Les gens ont été très intéressés, en tout cas, de découvrir les différents exposants que j'ai sortis un petit peu de partout au Portugal et que j'ai amené sur une scène lisboète. Alors l'année passée, on était plus dans l'intérieur design mélangé avec de l'art contemporain, et cette année, on est vraiment plus focus
sur l'artisanat portugais et le design portugais. Donc, toutes les pièces que vous allez voir au salon sont des pièces uniques. La grande majorité est créée pour le salon et 100% made in Portugal. Donc, c'est ça la grande... ce sont ce qu'on appelle en anglais des collectibles, donc des pièces uniques. Il y a des pièces, donc ça varie de la céramie à la tapisserie, au macramé, aux pièces de mobilier en bois avec des céramiques récupérées, des grands panneaux en bois. Enfin, il y a vraiment tout un panel qui peut être destiné à l'intérieur de jolies maisons au Portugal ou ailleurs d'ailleurs, ou plus particulièrement à l'Horeca, aux hôtels, voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont relativement grandes et imposantes. Il y a aussi des pièces plus petites qu'on peut mettre chez soi, bien entendu. Alors, le but de ce salon, c'est venu de quoi? C'était une envie pour vous de présenter cet artisanat portugais ou plutôt aller dans l'art, ou le déclic, c'était une rencontre? Le but était plutôt de mettre en avant la qualité, les artisans que j'ai découverts ici, un peu par hasard au départ. Et puis ensuite, j'ai commencé à rentrer dans leur atelier, aller leur parler, aller voir d'autres personnes. Donc, en fait, j'ai fait une espèce de compilation. C'est une sélection très personnelle, on est bien d'accord, de ce que j'ai trouvé de très beau, aussi bien design que artisanat, mais fait à la main. Et voilà, c'est le travail issu d'une recherche qui a été faite aussi pour que toutes ces pièces soient mises en exposition dans un palais privé, le même palais en fait que celui dans lequel j'ai exposé l'année passée, de manière à ce que les gens se sentent un petit peu reçus dans un palais, une maison. On n'est pas dans une foire froide avec des stands. Il est évident que chaque personne, chaque exposant a son espace à lui, mais de temps en temps, ça se mélange. J'ai également organisé des dialogues entre différents artisans ou artistes qui ne se connaissaient pas nécessairement à la base. Et voilà, de manière à scénographier en fait ce palais, qui est un palais privé, qui a été complètement vidé et qui est en train de se réaménager avec un aménagement complètement différent de celui de l'année passée, que le public aura de la chance de visiter ce week-end. Quand vous avez un petit peu fait cette connaissance avec le monde plutôt de l'artisanat portugais, par rapport à vos expériences passées dans l'artisanat français, dans l'artisanat belge, dans d'autres artisanats que vous avez pu connaître, il y a une touche. Alors, première question, il y a une vraie touche spécifique portugaise. On y voit vraiment des choses et des savoir-faire qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus ailleurs. Et est-ce qu'il y a un niveau, est-ce que vous sentez un niveau de qualité, je ne vais pas dire le plus haut du monde ou le plus haut d'Europe, mais parmi vraiment les plus hauts niveaux dans la maîtrise de l'artisanat? Un petit peu comme on peut être d'une manière différente, mais quand on arrive pour la première fois au Maroc, on est toujours subjugué par cet artisanat marocain qui est un peu débordant de tous les côtés et qui a su traverser les âges. Quel est votre point de vue à vous, et un peu même un point de vue technique et un point de vue aussi émotionnel sur cet artisanat portugais? Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de touche portugaise aussi forte que celle qu'on peut trouver au Maroc, par exemple. Et puis, il n'y a pas non plus d'école d'artisanat d'art comme on peut les trouver en France. Donc, c'est complètement différent. Mais je pense que en tout cas, l'artisanat est un artisanat très touchant. J'ai eu l'occasion, évidemment, de rentrer dans les ateliers, de rencontrer les artisans. C'est souvent des gens très, très poétiques. Il y a un grand respect de la nature au Portugal. Donc, vous verrez, il y a pas mal d'artistes et d'artisans qui ont élaboré des thèmes en rapport soit avec la mer, soit avec la lune, soit avec la nature. Il y a vraiment cette proximité qu'on trouve de la nature ici au Portugal qui se reflète, je pense, dans l'artisanat. Mais je dirais que c'est souvent, moi ce qui m'a étonnée, c'est que souvent les artisans sont des gens très humbles et ils ne sont pas toujours au courant, enfin ils trouvent que leur artisanat n'est pas réellement au même niveau que l'artisanat qu'on peut trouver dans d'autres pays.
Et donc, moi, un de mes buts, c'était vraiment de leur faire produire des grandes pièces, d'aller vraiment au bout de leurs rêves, de produire le mieux qu'ils pouvaient, de manière à ce qu'ils puissent, de manière à vraiment pouvoir montrer l'étendue de leur talent. Très souvent aussi, malheureusement, il y a un manque de budget par rapport aux commandes locales et donc manque de budget, donc manque d'ambition aussi. Donc là, je voulais vraiment leur montrer qu'il y avait moyen de réaliser de très belles pièces et que ces pièces pourraient être vendues, exposées, montrées à un public à la fois portugais et à la fois international. Alors, ce que vous m'avez expliqué aussi, vous avez voulu ouvrir ce salon au plus grand nombre. Donc, vous avez fait 2 parties, une partie réservée aux professionnels et ensuite une seconde partie réservée au grand public. C'est ça, oui. Parce alors, que je vous avoue et en fin de compte, comment on fait pour venir voir? Il suffit de venir en fait samedi ou dimanche de 10 à 18 heures. Voilà, le palais sera ouvert aux visiteurs. 10 € l'entrée. Et voilà, rien de particulier. Il suffit de venir au Palácio Gomes Frères. Vous donnerez l'adresse, c'est Roi Gomes Frères. C'est pas très compliqué à trouver. C'est en plein centre de Lisbonne. C'est un très beau palais, plein de lumière. Entre Marquês Pombal et Saldanha, c'est ça? Exactement. Oui. Il vaut mieux venir en Uber parce qu'il y a tellement d'activités qui se passent là ce week-end à Lisbonne, notamment Arco, dont on est d'ailleurs en programme off. Voilà, je vous conseille de venir en transport public ou voilà, ça va être. On va redonner le nom de l'événement. C'est Lisbonne by Design. C'est ouvert à tout le monde avec une entrée à 10 € samedi et dimanche. Et c'est la rue Gomes Frères au numéro 98 au Palace Gomes Frères. Et le petit truc, le petit plus de Julie, c'est venez en Uber, ça évitera les ennuis. Et ça évitera de vous engueuler dans la voiture avec votre épouse si vous ne trouvez pas de place aussi. Merci beaucoup, Julie. On va vous poster la vidéo pour essayer de vous aider à avoir beaucoup de monde. On va envoyer ça dans nos réseaux sociaux. On sera bien sûr présent. On viendra voir tout ça. Et avec plaisir. On vous dit à très, très bientôt. À ce week-end alors. Merci beaucoup. Au revoir. La French Radio. Portugal.